enfin quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Merci ma belle. Et merci à Audrey Legré pour son aide. Oui, belle continuation. Donc elle commence dans le journalisme, on l'aime beaucoup et on lui souhaite le meilleur. Lola, quand vous sortez, dites à Bilal qui peut venir s'installer, on est à la maison, hein, qui peut venir s'installer, notre invité. Bon, c'est pas le même ton, enchanté, merci d'être là, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un apostat de l'islam, Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir. On va parler avec vous de votre regard sur l'islam qui est très important, qu'on puisse bien comprendre, puisque souvent on nous dit qu'on parle de l'islam et on n'a pas de spécialiste. Vous en êtes un, vous allez nous en parler. D'abord, la chronique de Charlotte Dornelas avec votre autorisation. Bonsoir et merci. Avec plaisir. Au collège, le niveau des élèves de 3e en français et en mathématiques a de quoi inquiéter. Hier, le ministère de l'Éducation nationale a publié des chiffres en ce sens. De forts écarts de genre et un poids très marqué de l'origine sociale ont été soulignés. Quel est l'état des lieux, ma chère Charlotte ? Alors, c'est des tests qui ont été passés. En effet, ça vient du ministère de l'Éducation nationale lui-même, parce que vous savez, on est nombreux à dire depuis des années qu'il y a un problème de niveau qu'on constate dans la vie réelle, tout simplement. Mais là, c'est le ministère de l'Éducation lui-même qui a fait passer des tests à la rentrée dernière, et les chiffres laissent assez peu de doute. Alors, vous allez voir, la manière de communiquer est amusante. On dit 46,6% des élèves en dernière année de collège, c'est-à-dire en 3e, ont les acquis attendus en français. On pourrait donner le chiffre inverse, ça ferait peur à tout le monde. Oui. 45,7% en mathématiques, donc concrètement, ça signifie que moins de la moitié des élèves ont les acquis attendus à la fin de leur 3e, sachant que les acquis attendus eux-mêmes sont sujets de discussion depuis quelques années. Alors, dans le détail, il y a une avance des filles, vous verrez, c'est important. Il y a une avance des filles, elles sont à 54%, quasiment 55%, contre 38-39%. Pour les garçons. Il y a également des différences géographiques très fortes à l'intérieur du territoire français. Les élèves du secteur public hors éducation prioritaire affichent des résultats quasiment 2 fois supérieurs aux élèves qui sont scolarisés dans les collèges de réseau d'éducation prioritaire REP et REP+, c'est-à-dire massivement, c'est pas dit comme ça, mais c'est moi qui ajoute le commentaire, vous verrez pourquoi, dans les zones à très forte concentration de population immigrée ou issue de l'immigration. Sur le sujet précis de la lecture, seuls 60% des élèves de 3e ont une maîtrise satisfaisante. Le terme est important, pas une maîtrise. Une maîtrise satisfaisante, ça passe. 60% seulement, c'est-à-dire, précise l'étude, une capacité à lire au minimum 150 mots par minute. Alors moi, je ne sais pas combien de mots par minute je lis, je n'avais pas cette information. Donc j'ai été voir, on estime qu'un lecteur adulte moyen lit entre 220 et 350 mots par minute. Donc là, on vous dit un niveau satisfaisant en 3e, c'est 150 mots par minute. En clair, c'est quand même la catastrophe de manière générale. On parle de 3e, pas en CE1. Donc en 3e, il y a un niveau de lecture et encore, il n'y a que 60%. Et à l'inverse, de l'autre côté du spectre, vous avez quasiment 17% des élèves qui n'ont absolument pas le niveau. Ils sont parvenus à se hisser jusqu'à la fin de la 3e et ils ne savent pas lire. C'est ce qu'on nous explique concrètement. Alors, l'écart, précise l'étude, pour être absolument complète, se réduit un petit peu au collège. Je vous épargne les chiffres parce que c'est vraiment du déplacement de virgule. On gagne 1 ou 2 points. Enfin, le problème est le même. Évidemment, de telles lacunes accumulées depuis le CP, le CE1 et que l'on constate encore en 3e, c'est non seulement pour le reste de la scolarité, mais pour la vie en général. Et ceux qui jugent que le thermomètre est lui-même facho d'extrême droite et tous les mots qui ont été sortis ces dernières années pour expliquer que ceux qui disaient qu'il y avait une baisse de niveau étaient tout simplement des déclinistes et des mauvais coucheurs, que ceux-là comprennent bien et regardent en face avec quel handicap ils font partir ces enfants dans la vie. Quand en fin de 3e, vous ne savez pas lire correctement, votre vie va être compliquée et c'est évidemment pour sauver ces enfants qu'il faut précisément préserver et regarder bien en face ce thermomètre. Et c'est intéressant parce que ça forge l'esprit critique, le discernement, ça rejoint un peu le sujet qu'on va aborder avec vous, Bilal Hussein aussi, dans un instant, qui est un apostat de l'islam. Et c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à la vie et de ne pas croire n'importe quoi. Est-ce qu'il est vraiment possible, Charlotte, de trouver un responsable à cette situation aussi désastreuse aujourd'hui ? Il y en a plusieurs, évidemment. Ça dépend d'énormément de choses, à la fois dans l'éducation, dans le choix de l'école, dans la gestion de l'école, etc. Mais il faut bien, et politiquement, au sens très large du terme, pas de manière partisane, mais de manière politique, il faut identifier des raisons de penser qu'on pourrait faire mieux demain. Alors, il y a d'abord évidemment, et c'était développé encore récemment par Mathieu, le changement qui a été voulu
et non pas subi, il faut insister là-dessus, un changement qui a été voulu dans l'organisation de l'école et surtout dans le rapport et la vision que nous avons de la transmission, de la discipline et de l'autorité qui sont nécessaires à une bonne transmission, cela étant évidemment le but premier de l'école. Notamment parce qu'il est impossible de transmettre correctement ce que l'on n'aime pas. On ne transmet pas ce que l'on n'aime pas. Et évidemment, ce qui est censé transmettre l'école, à savoir la trame de fond d'une intelligence qui, en effet, sera adulte parce qu'elle sera libre, eh bien, c'est précisément l'héritage que nous avons également voulu détruire avec un ministère, celui de l'Éducation nationale, qui s'est révélé assez perméable à cet esprit du temps-là. Mais on comprend aussi qu'il y a une inconséquence politique grave sur beaucoup d'autres sujets qui pèsent sur l'école et sur son bon fonctionnement. J'évoquais tout à l'heure la question des zones REP et REP+, en la liant à la question de l'immigration. Pourquoi ? Pas pour expliquer que les immigrés sont responsables de la situation scolaire. En revanche, comment s'étonner ? Soyons sérieux, comment s'étonner que les résultats soient beaucoup plus dramatiques ? C'est pas naturel, c'est pas des enfants plus bêtes que les autres. Comment s'étonner que les résultats soient 2 fois inférieurs en mathématiques et en français ? Et je dirais même à l'inverse, en français, et donc probablement dans une école où tous les cours se font en français, en mathématiques également. Comment est-ce qu'il faut s'en étonner quand vous avez des quartiers où désormais, par la concentration des populations issues de l'immigration, l'école est quasiment le dernier endroit où ces enfants entendent même parler le français. Qu'a-t-on répondu à ça ? Il ne fallait pas le dire et il fallait préserver l'illusion. Oui, l'illusion, merci. L'illusion d'une égalité parfaite entre tous les élèves. Mais la vérité qu'il fallait dire et qu'il faut absolument dire aujourd'hui, c'est que des enfants qui n'apprennent pas à parler le français à la maison, parce que ça n'est pas leur langue maternelle, c'est pas du tout ni une insulte ni un reproche, c'est factuel. Des enfants qui n'apprennent pas, qui n'entendent pas parler français à la maison, ni dans la rue, ni même parfois dans leurs activités extrascolaires, ont besoin de travailler 2 fois plus que les autres. C'est comme ça. C'est pas méchant, c'est pas je ne sais pas quoi, c'est comme ça. Et c'est vrai pour un élève qui a des déficits en mathématiques, il vaut mieux qu'il travaille plus plutôt que tout le monde travaille moins. Or, on a fait exactement l'inverse. Ces dernières années, par ailleurs, maîtriser la langue, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire si l'on veut être sérieux un quart de seconde quand on parle derrière de volonté d'intégration. Ensuite, la deuxième chose qui pèse lourdement sur l'école et qui a été traitée de manière inconséquente, c'est la question de l'idéologie. Il y a désormais une place absolument folle portée aux sujets qui animent nos débats dans la société et qui prennent place à l'école. Or, vous savez, on a beaucoup parlé ces derniers temps du fait que l'école était un sanctuaire. Vous savez combien cette expression m'agace quand il s'agit de la question de la violence, parce que, encore une fois, et je donne l'exemple tout le temps, mais le bureau de poste n'est pas un sanctuaire et on n'agresse pas son voisin dans un bureau de poste non plus. Donc, si l'école est un sanctuaire, puisque c'est un mot que nous utilisons souvent, c'est précisément sur ce point. L'école est préservée des autres débats. Pourquoi ? Parce que vous avez des enfants petits qui arrivent et le seul but de l'école, c'est de leur transmettre un héritage intellectuel qui puisse former leur intelligence pour qu'elle soit suffisamment libre, c'est-à-dire souple, pour ensuite participer aux débats qui animent la société et la vie politique en société et qu'ils le fassent librement. On a fait exactement l'inverse. Donc désormais, vous avez des heures et des heures qui sont consacrées à l'école, à la question de l'écologie, à la question justement de l'immigration, à la question de l'éducation sexuelle. Et on l'a vu ces derniers temps, ce sont des heures qui sont prises sur les heures de maths et les heures de français. Qui peut s'étonner des années après des résultats que nous constatons ? Cela dit, on a vu plusieurs autorités, Charlotte, jusqu'au ministère d'ailleurs, reconnaître désormais ce problème de niveau. Est-ce que c'est pas un premier pas encourageant ? Alors, sans doute, mais dans les faits, il faut voir les débats qui nous animent au sujet de l'école, ne serait-ce que dans l'année qui vient de se passer. Alors, on a passé 1 an à s'écharper et entre administrations sur les détails du programme d'éducation à la vie sexuelle, affective, oui. Etc. Et le ministère notamment parce que la question qui se posait, c'était est-ce qu'on respecte les stades de l'enfance ? Est-ce qu'on rentre pas trop dans l'intimité de ces enfants ? Est-ce qu'on accorde une place suffisante aux parents qui ont quand même le droit de savoir ce qu'on explique à leurs enfants sur ce terrain ? Donc, des sujets qui ne sont pas, vous me l'accorderez, directement scolaires. Et la deuxième chose, c'est que la ministre de l'Éducation nationale a lancé en mai, il y a quelques jours donc, non pas un plan alerte, secours, sauvetage en lecture et urgence absolue, non, un plan, ouvrez les guillemets, filles et maths. Filles et maths, parce que les filles, en effet, sont moins bonnes en maths, c'est-à-dire qu'elles sont moins bonnes, surtout, elles choisissent moins les études supérieures scientifiques. Et c'est une fille, en l'occurrence, que je suis, qui a fait des études scientifiques, précisément un bac scientifique, pardon, moi aussi, qui vous le dit.
Donc c'était possible. Hein. Personne m'a regardé de travers ni on pensé, est trois filles sur le plateau, 3 filles scientifiques. Voilà. J'aime bien. Et ce serait le résultat non pas de choix ou même d'organisation scolaire, mais le choix de préjugés de genre, évidemment. Alors moi, je dis juste une chose. Je veux bien tout entendre et je veux bien qu'on encourage les filles. Il faut juste regarder les chiffres en face. En mathématiques, 46% des élèves présentent des automatismes satisfaisants. Donc 54% ne les présentent pas. Certes, il y a 53% de garçons et 40% pour les filles. Mais 53% de garçons seulement ont les compétences satisfaisantes en mathématiques à la fin de la 3e. Alors, ce qu'on va faire pour tous se mettre d'accord, on va réparer l'outil. Et une fois que les garçons seront à 100%, on se préoccupera de faire rentrer les filles dans les études scientifiques, même les filles qui ne le veulent pas, puisque la ministre a évoqué l'éventualité même de quotas dans les études scientifiques. Et par ailleurs, je note que les filles, et j'arrête là, pardon, les garçons sont bien moins bons en français que les filles ne sont mauvaises en maths. Donc peut-être qu'il faudrait faire un plan garçons et français, mais ça n'est pas dans l'air du temps. Mais surtout que l'assertion est assez fausse, parce qu'en réalité, en médecine, il y a une majorité de filles. Oui, en médecine, ce sont mais bien ils des disent études que c'est pas scientifique. Oui, mais pourtant, c'est scientifique, c'est quand même... Mais ils les classent pas, mais vous avez raison, parce qu'ils le précisent. On fait pas de... Oui, pour pas en général les bacs littéraires qui partent en... Merci infiniment pour l'analyse. Passionnant tout ça. Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir ce soir. Vous êtes connu sous le nom d'Ali Babal. Et je disais en titre, vous êtes auteur du livre Incroyable l'Islam. Vous êtes un apostat de l'islam. Vous êtes... Merci beaucoup. C'est pour moi ou bien... Ah, c'est pour vous. Ah, bon, d'accord. Ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Vous devez me le dédicacer. Vous avez mis un Il est petit déjà mot. dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message aux Français. On n'a pas commencé, donc Ah bah, fallait lire, hein. Donc voilà, vous êtes auteur de ce livre Incroyable Islam, vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de mort, vous prenez des risques en étant aussi sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans, vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite, quel âge avez-vous, comment avez-vous connu l'islam et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans, pardon. Ah bah ça. Ça aurait pu être quelqu'un. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6-7 ans, si je me souviens bien. J'ai de vagues souvenirs. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et je les ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc c'est-à-dire, vous n'étiez pas content? Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, hein, c'est pas sûr. D'accord. Donc on n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça... moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents, ils disent, écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très arabe, j'ai pas la science. Du coup, ils disent, va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam, et l'imam, il dit, tu poses trop de questions. Attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il y a pas une baleine? et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu a'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. D'accord. Et L'esprit ensuite, critique, que vous avez eu en étant à l'école en France, on revient à la chronique de Charlotte. Pas seulement, hein. Par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. D'accord. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit
et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous avez affaire à des gens rationnels, hein, mes parents sont très rationnels, sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. D'accord. Et du coup, les atrocités. C'est-à-dire, voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire, on transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant. Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et après, vous lisez sa biographie, et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, il prit devant, par exemple. Oui. Moi, je me dis, bon, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, Oui. Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires il doit faire une fosse commune, et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Et moi, je me dis, attendez, doucement, c'est vraiment le même Mohammed, ça, ou c'est des mensonges, c'est des insultes? Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire, vous avez des doutes tout le long de votre vie, hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit, d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité. Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous revenez pas à la raison, c'est la mort. Vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même. On a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé. Si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir. Soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles. Sacrifier aussi votre amour-propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion. Donc vous avez fait tout ce cheminement, ce courage, aller à contre-courant. Et comment et pourquoi vous discutez avec des musulmans sur TikTok notamment? Quel est le but et qu'est-ce que vous tirez de tout cela? Parce que j'ai des regrets. Ah bon? Quand j'étais musulman, personne a critiqué ce que je faisais ou ce que je disais. Personne. Personne m'a dit tiens, pourquoi tu te réveilles exactement à cette heure-ci pour prier? Pourquoi tu te laves quand tu pètes, tu te laves les pieds? Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Pêche. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, Gardons on se un lave les langage pieds. satire. Excusez-moi. Oui. Non, je vous en prie. Oui, donc. Personne n'apporte cette critique. Et en plus, personne vous accompagne quand vous avez des questions. Dieu sait mieux. Allahu alam. Et je me dis, mais si moi je le regrette, il y a peut-être d'autres musulmans qui le regrettent. Et surtout que cette critique, elle est interdite. Dans les pays à majorité musulmane, les musulmans n'ont pas le droit d'entendre de critiques. Celui qui critique l'islam, vous savez, on ne dit pas islamophobe dans les pays à majorité musulmane. On dit murtad. Murtad, ça veut dire quoi? Ça veut dire traître. Ça, c'est pour dire apostat. Il n'y a pas le mot apostat, on dit traître. Ensuite, on dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre. On vous psychiatrise. Et donc, l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé, et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France? C'est ça que je dis. Comme en France, on peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave. Vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée.
On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions, donc je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile, parce que vous, un sujet que Marc maintenant connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, hein, je l'ai entendu, le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça, c'est un discours religieux basique. Hein, Et ici en France? En France, je l'ai entendu. Hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah il te juge déjà dans ta tombe. Donc, dès que t'es mort, Allah, il s'énerve. Elle fait peur. Elle fait peur. J'ai envie, je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors, avec Marc, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide, et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux, hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages, j'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde.
Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation dès le Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous, puisque c'est la dernière de notre émission. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir témoigné. Et vous savez, l'été arrive, et quand